Bonjour, bienvenue à ivoirebusiness.tv. Nous recevons aujourd'hui une personnalité, celui-là mais depuis très longtemps, qui crée dans les rues de Paris, qui a créé un mouvement qui a pris de l'ampleur. Milliers d'adeptes adhèrent bien sûr à ses pensées. Je veux parler du président Abenaki, président fondateur du CRI panafricain que nous recevons aujourd'hui. Monsieur Abenaki, bonjour. Bonjour. Vous avez lancé une démonstration de force le 12, démonstration de force. Il y avait quand même plus de 4000 personnes détenues aujourd'hui. Est-ce que c'était pour vous de montrer que le CRI panafricain ou bien toute la diaspora est encore sur le pied des guerres? Merci. Je voudrais saluer à travers votre média tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, saluer les Africains, mais surtout saluer la diaspora ivoirienne et africaine. Effectivement, le 12 avril dernier, donc le 12 avril 2014, nous avons organisé ce que nous avons appelé la commémoration du 11 avril 2011, qui est une date symbolique pour tous ceux qui sont épris de paix et de justice, pour tous les démocrates du monde. Le 11 avril 2011 a permis à l'humanité tout entière, parce que ces images ont été vues sur toutes les chaînes mondiales, donc a permis à l'humanité de comprendre et de savoir que en fait les pays africains n'ont jamais été indépendants, parce que un autre État que j'appelle la France, dirigé par en son temps Nicolas Sarkozy, ordonne à une armée, à son armée, donc une armée étrangère, à son armée, de bombarder un palais présidentiel qui est le symbole, qui incarne en tout cas la souveraineté d'un État. Ce palais a été bombardé et le président Laurent Gbagbo a été kidnappé, aujourd'hui déporté à La Haye. Donc, commémorer cette date, pour nous Ivoiriens et Africains, c'était très important. Donc, c'est ce qui a expliqué le nombre de personnes qui est sorti ce jour-là. Mais en même temps, il faut comprendre que pour faire sortir un si grand nombre dans les rues de Paris, il faut adopter des stratégies. Et c'est ce que nous avons adopté, en tout cas avec les camarades qui ont participé à l'organisation de cette grande marche du 12. Donc je veux parler de Gbagbo Free, je veux parler du CODECI, je veux parler du COGEP, je veux parler du CRI panafricain lui-même, parler du RPCI AC, hein, de notre frère Christian Vabé. Je veux parler aussi de Halte au génocide, hein, qui est dirigé par nos sœurs. Je vais parler de toutes ces organisations qui ont apporté leur pierre à l'édifice pour que 3 ans après, les Ivoiriens soient encore dans les rues de Paris à aussi grand nombre. Donc c'était cela l'explication que je donne en tout cas à cette date du 12 avril 2014. Pensez-vous que ces démonstrations de force que vous avez fait, surtout à Bastille, j'ai bonne mémoire, hein, est-ce que vous pensez que l'opinion internationale adhère à vos idées maintenant? Écoutez, l'Occident, je vais parler bien sûr de l'Occident. Oui, c'est l'Occident, l'opinion internationale, la communauté internationale. Nous pouvons dire que ce qui nous intéresse, ce n'est pas que l'Occident ou l'opinion internationale adhère à nos idées. Mais qu'est-ce qui vous intéresse? Non, ce qui nous intéresse, c'est que l'opinion internationale dont vous parlez, sinon la communauté internationale, puisse se rendre compte des erreurs qu'ils ont commises. C'est ça qui est important pour nous. Vous pensez qu'ils ont commis quand même une erreur? C'est une grosse erreur. Quel genre d'erreur? Mais l'erreur qu'ils ont commise, c'est que la souveraineté d'un pays comme la Côte d'Ivoire a été bafouée. La constitution d'un pays comme la Côte d'Ivoire a été emprisonnée, enfermée. Elle a été vidée de son contenu depuis le 11 avril 2011. Elle a été vidée de son contenu. Donc, il y a 2 dates symboliques. Le 4 décembre, le Conseil constitutionnel investit le président Laurent Gbagbo
Et le 21, le 21 mai 2011, ce même Conseil constitutionnel investit M. Alassane Ouattara. Dès l'instant, en partant de ces deux dates, notre constitution s'est vidée de son contenu. Donc, je peux dire effectivement que nous, ce que nous faisons, c'est de montrer à l'opinion internationale, de montrer à la communauté internationale les erreurs qu'ils ont commises. Qu'ils adhèrent ou qu'ils n'adhèrent pas à notre cause, ce n'est pas ça le plus important. Nous ne cherchons pas des alliés, à faire adhérer des alliés. Nous cherchons à dénoncer l'injustice. Et si cette injustice-là a été remarquée, et c'est notre joie, parce que la communauté internationale qui est symbolisée par la CPI nous démontre effectivement qu'ils se sont trompés. Parce qu'aujourd'hui, 3 ans après, il n'y a pas de preuves contre le président Laurent Gbagbo. Vous dites franchement, 3 ans après, il n'y a pas de preuves contre le président Laurent Gbagbo. Mais je voulais savoir quel est le message fort qui a sanctionné cette marche. Parce qu'on a vu quand même nombreux leaders charismatiques, je parle bien sûr du Rassemblement du peuple Côte d'Ivoire, Alternative Crédit, de M. Christian Rabé qui a lancé un message fort. Il y a quand même les femmes patriotes et tout le monde. Mais quel est le message qui a sanctionné vous, en fin de compte? On a du mal à comprendre parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est encore les mêmes choses que vous répétez. Non, quand on répète les mêmes choses, ou qu'on ne répète pas les mêmes choses, l'important, c'est que ce que nous répétons soit entendu et perçu par l'opinion internationale. Le message qui a sanctionné cette grande marche européenne, parce qu'il faut savoir que des délégations sont venues d'un peu partout, de la Hollande, de l'Angleterre, de la Belgique, de la Suisse, de l'Italie. Ils sont venus même de la Pologne pour commémorer le 11 avril, qui est une date symbolique pour nous les Ivoiriens. Quel est le message? Le message, c'est de... Nous avons dit à la communauté internationale qu'il libère le président Laurent Gbagbo. Donc c'est ça le message fort. C'est ça le message fort. On leur a dit que le président Gbagbo n'est pas revanchard. Le président Gbagbo n'est pas un va-t-en-guerre. Le président Laurent Gbagbo n'est pas celui qui va se venger plus tard. Donc il faut qu'il le libère. Que la communauté internationale n'ait pas peur de libérer le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il est le socle et le gage d'une véritable réconciliation en Côte d'Ivoire. Voilà le message que nous avons passé. Nous sommes partis du Conseil constitutionnel français dans le 1er arrondissement pour terminer la marche devant le Quai d'Orsay dans le 7e arrondissement. 2 lieux symboliques. Conseil constitutionnel, parce que effectivement c'est le Conseil constitutionnel ivoirien qui a foutu la Côte d'Ivoire dans le trou qu'elle se trouve aujourd'hui. Donc il fallait passer ce message fort pour dire aux Français, ici en France, lorsque le Conseil constitutionnel dit quelque chose, tout le monde s'aligne. Pourquoi? En 2010, en novembre 2010, la France n'a pas permis que tout le monde s'aligne sur la première parole du Conseil constitutionnel. Et elle a choisi de bombarder notre pays. Nous sommes passés devant M. Jacques Chirac, ancien président de la France, qui est celui qui a soutenu la rébellion de 2002. Vous vous souvenez des bombardements de 2004 devant l'hôtel Ivoire? Vous vous souvenez du bombardement des aéronefs de l'armée ivoirienne à Bouaké? Vous vous souvenez de la division, de la répartition de notre pays en plusieurs zones et qui a été octroyée par ce qu'on appelait les commandants des zones, sinon les commandements des zones, et on les connaît, ces rebelles qui avaient pris les armes en 2002. Ce même M. Jacques Chirac, nous sommes passés devant sa résidence. Cet itinéraire a été fait de façon bien ciblée. Oui. Et donc, arrivé devant sa résidence, nous avons fait un arrêt pour rappeler les choses. Parce que cette crise n'est pas de quelque part. Et là, beaucoup de choses se sont faites. Alors, on a du mal à comprendre lorsqu'on vous entend parler. Nous avons l'impression que tout dernièrement, il y a aussi Kakabé qui était venu faire pendant son meeting. Kakabé, le député Kakabé qui est quoi du Conandartin, PDCIS, qui est venu demander pardon, bien sûr, à toute la diaspora. Je voulais savoir, vous, est-ce que le FPI de Laurent Gbagbo, quelle est la part de responsabilité du FPI de Laurent Gbagbo dans cette crise?
on a l'impression que jusqu'à preuve du contraire, le FPI n'a absolument rien fait. Je ne suis pas FPI. Ben, écoutez, je ne suis pas FPI, je suis un Gbagboïste. Mais Gbagboïste, ça ne veut pas dire je suis pro-Gbagbo. Être pro-Gbagbo ne veut pas dire qu'on est FPI. Bon, donc on est quoi alors lorsqu'on est pro-Gbagbo? Je suis CRI panafricain. Vous êtes un CRI panafricain? Je suis CRI panafricain, président fondateur du CRI panafricain, qui est un mouvement politique. Et je suis pro-Gbagbo. Alors, quand vous me parlez de la responsabilité du FPI, effectivement, le FPI était au pouvoir. Effectivement, c'est le FPI qui est allé aux élections avec la LNP en sachant très bien qu'il n'y avait pas de désarmement. Bref, nous ne sommes pas à l'heure du bilan, mais ce que nous disons, nous, au sein du CRI panafricain, nous disons que la part des responsabilités de chaque entité est avérée. C'est-à-dire que qu'on soit du FPI, qu'on soit du RDR, qu'on soit du PDCI, ou qu'on soit même un simple candidat, on va dire candidat indépendant à ces élections de novembre 2010, d'octobre et novembre 2010, on est responsable de ce qui est arrivé à notre pays. Donc le FPI aussi est responsable, puisque vous le dites, de ce qui est arrivé à notre pays. Je vous dis que toutes les personnes qui ont participé à l'élection présidentielle de octobre et novembre 2010 sont responsables de la crise que nous vivons aujourd'hui. Mais quel est le degré de responsabilité du FPI? Le degré de... Mais je vous dis que je ne suis pas FPI, alors je ne peux pas savoir le degré de responsabilité du FPI. Votre mouvement a été créé à la veille de l'arrestation du président Gbagbo Laurent. Oui, vous dites que mon mouvement a été créé à la veille de l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Oui, parce que je suis un pro-Gbagbo. Et donc c'est par rapport à cette injustice faite au président Laurent Gbagbo que nous sommes sortis et nous avons créé notre mouvement. Maintenant, la responsabilité du FPI. Le FPI a des dirigeants. Le FPI est un parti organisé. Donc je pense qu'ils se sont réunis et ils ont trouvé leur part de responsabilité dans la crise que nous vivons. Mais nous disons au CRI panafricain que tous ceux qui ont participé à cette élection, qui était une élection truquée d'avance, qui était une élection je sais pas, une élection sous haute surveillance, parce que les rebelles de M. Soro Guillaume étaient armés, le Nord était en armes, et nous avons accepté d'aller à ces élections. Je l'ai en contradiction. Comment vous pouvez dire que cette élection était déjà truquée d'avance? Est-ce que le président Gbagbo Laurent ne savait pas peut-être que cette élection était déjà truquée d'avance? On a du mal à comprendre votre position. On a l'impression que vous défendez plus franchement le camp du président Gbagbo Laurent. Vous parlez aussi de responsabilité. Responsabilité que vous ne niez pas aussi, mais la part de responsabilité du FPI a l'air d'être minime. Monsieur, le FPI est représenté ici en France par deux personnalités. Il y a Mme Brigitte Guyot et il y a Mme Assalé. Je pense que votre média ferait bien d'aller voir ces deux personnalités et ces personnalités vous diront quelle est la part de responsabilité dans la crise qui frappe notre pays. Ils vous diront quelle est leur part de responsabilité. Mais pour l'heure, nous disons, nous, au CRI panafricain, parce que c'est du CRI panafricain qu'il s'agit, nous disons que ceux qui ont participé à cette élection sont responsables de ce qui nous arrive. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pensais que c'était cette question que vous alliez me poser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce que nous proposons au niveau du CRI panafricain? Proposition, ce n'est pas un problème. Je voulais savoir, vous êtes passé à la télévision sur 3 ateliers sud, monsieur le président Benaki. Et 3 ateliers sud, lors de la maladie du président Alassane Ouattara, vous avez proposé l'article 40 de la Constitution, sachant très bien que dans cet article 40, cela signifie que Soro Guillaume, aujourd'hui, qui prend son bâton de pèlerin, qui va dans l'ouest de la Côte d'Ivoire pour demander pardon à tous les parents, à tous les pro-Gbagbo, on a du mal à comprendre. Vous accusez hier Soro Guillaume de rebelle et vous proposez par exemple l'article 40 qui veut dire qu'en cas de non-vacant du pouvoir, c'est Soro Guillaume qui doit prendre la place. Il n'y a pas une sorte de confusion lorsque... Monsieur, soyons clairs dans ce que nous disons. Je n'ai jamais accusé Soro Guillaume d'être rebelle. Ah bon? Ce sont les faits qui le disent. Et même lui-même, Soro Guillaume, le dit dans un ouvrage qu'il a publié. Pourquoi ou comment je suis devenu rebelle, ou pourquoi je suis devenu rebelle. Donc c'est Soro Guillaume lui-même qui dit
à l'opinion internationale qu'il est un rebelle. Alors, vous me posez la question de savoir pourquoi l'article 40, pourquoi le président étant malade. Mais je vous dis que le président est toujours malade, Alassane Ouattara. Il est toujours malade. Il est ici à Paris en ce moment pour des soins. Nous, ce que nous disons qu'il faut que le gouvernement ivoirien puisse informer les Ivoiriens sur l'état de santé de ce dernier, du président. Il faut que le gouvernement puisse, à partir de maintenant, publier le bulletin de santé de celui qui est censé diriger la Côte d'Ivoire. Il faut que le gouvernement ait le courage de publier ce bulletin de santé afin que les Ivoiriens ne soient pas dans les rumeurs et dans les supputations. Donc, il faut que ce bulletin soit publié. Maintenant, s'il s'avère que le chef de l'État, M. Alassane Dramane Ouattara, n'est plus apte ou n'est plus capable de diriger la Côte d'Ivoire à cause de son état de santé, il est important que nous puissions nous mettre autour de notre constitution. Voilà ce que j'ai dit. Maintenant, si vous me dites que la constitution, lorsqu'on la met en pratique, ça donne à M. Soro Diom d'être à la tête du pays, mais si c'était un X qui était là, ce serait lui. Si c'était un mouton, ce serait le mouton qui devait venir. Ça me rappelle le cas de la France, des élections en France. Lorsque nous avons fait les élections, ici en France, nous avons remarqué que, effectivement, la France était bloquée entre Nicolas Sarkozy et M. François Hollande. Et donc, les Africains, mais citoyens français, ont participé au départage. Donc, si c'était un mouton qui était là, vous avez dit clairement, voilà, sur 3 années de suite, que l'article 40, franchement, devait être appliqué. Est-ce que c'est une manière pour vous, puisque vous lui dites que notre constitution a été vidée de son contenu? On a du mal à comprendre. Vous polémiquez par rapport, bien sûr, à cette constitution qui a mis en place, comme vous le dites, le président Alassane Ouattara, et encore, vous demandez à cette même constitution, en fin de compte, d'établir les règles du jeu en utilisant, bien sûr, tout son pouvoir pour faire appliquer des articles de 40. Il n'y a pas une sorte de confusion dans l'esprit des gens? Il n'y a pas de confusion. Monsieur, si M. Ouattara ne peut plus diriger la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est vous êtes... Mais justement, donc qu'est-ce qu'on fait? Quelle est aujourd'hui la norme qui peut nous mettre ensemble? Quelle est aujourd'hui, juridiquement, qu'est-ce que nous pouvons faire si M. Ouattara arrivait à ne plus être apte à diriger la Côte d'Ivoire? Il y a une seule norme. Cette norme-là, c'est la Constitution. Mais souvenez-vous, quand le président Laurent Gbagbo dit à la CPI qu'il est temps qu'on dise qui a gagné les élections, c'est parce qu'effectivement, il se base sur cette constitution. Donc nous avons encore une chance de pouvoir nous mettre autour de cette constitution. C'est de cela que j'ai parlé. Maintenant, s'il s'avère que c'est un monsieur X ou monsieur Y qui va bénéficier de cette constitution, mais pour une fois, tombons d'accord pour sauver notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Blé Goudé à la CPI, il vient de faire un discours que vous avez apprécié. Quel est le regard critique que vous portez par rapport, bien sûr, à son discours sur Toalaye? Ben, écoutez, regard critique, je n'ai pas de regard critique à porter sur l'intervention du ministre Charles Blé Goudé à La Haye. On a tous suivi ensemble son intervention. Donc ça nous a simplement nous réconforter dans notre position, qui est celle-là que, effectivement, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous remarquons que, effectivement, le pouvoir en place n'a pas besoin de la réconciliation. M. Dramane Ouattara n'a que faire de cette réconciliation dont il chante nuit et jour, en tout cas dans les différentes villes de la Côte d'Ivoire. Donc, Charles Blé Goudé a dit dans quelles conditions il est arrivé à La Haye. Donc, en tout cas, les juges apprécieront. Donc, nous le soutenons et nous demandons qu'il soit libéré. Même si nous savons que cette procédure de la CPI prend beaucoup de temps, mais nous croyons que le ministre Charles Blé Goudé aura les arguments solides pour
pour expliquer à la Cour pénale internationale et à l'opinion internationale ce qui s'est passé réellement en Côte d'Ivoire. Il a un avocat qui, à mon sens, est bien instruit de cette affaire, donc qui fera son travail. Bon, on a du mal à comprendre, Charles Delahaye. Est-ce que cela met un point final, je crois bien, à la réconciliation, sachant très bien que le président Afin-Guessan a lancé bien sûr un appel à ses partisans de ne pas se faire recenser. Leader charismatique qu'il est, comment peut-il aussi lancer un appel aussi fort au pouvoir, surtout à la population, de ne pas se faire recenser, sachant très bien que c'est quand même un appel à la désobéissance civile? Écoutez, monsieur Alassane Ouattara et son gouvernement, nous pensons qu'ils n'ont pas besoin de la réconciliation. Comment ça, ils n'ont pas besoin de la réconciliation? Pourtant, ils chantent tous les jours la réconciliation. Ils n'en ont pas besoin, ils n'en ont que faire de cette réconciliation. Parce que je me souviens, lorsque le président Laurent Gbagbo a été transféré à l'A Haye, le même monsieur Ouattara a dit aux Ivoiriens que après le président Laurent Gbagbo, aucun autre Ivoirien n'irait à l'A Haye. C'est ce qui a justifié le non-transfèrement de la première dame, Mme Simone Gbagbo. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, après avoir dit ces phrases, il opte pour le transfèrement de ministre Charles Blé Goudé. Donc ça nous amène à dire que nous sommes en face d'un gouvernement qui ne dit pas la vérité, d'un gouvernement qui dit des choses et qui ne les applique pas. Et le transfèrement de ministre Charles Blé Goudé nous laisse croire, penser que effectivement ce gouvernement, M. Dramane Ouattara, n'a pas besoin de la réconciliation. Et ce qui va se passer, c'est que nous les Ivoiriens, nous allons nous réconcilier sans M. Ouattara. Nous allons nous réconcilier sans le gouvernement de M. Dramane. Mais lorsque Afin-Guessan dit clairement qu'il appelle à la désobéissance civile pour se faire réconcilier, vous qui êtes président du CREI panafricain, leader charismatique bien sûr de la diaspora, est-ce que vous le soutenez dans ce qu'il a dit ou pas? L'idée n'est pas de soutenir qui que ce soit. Aujourd'hui, dans cette crise, il nous appartient à nous qui avons des responsabilités et qui pensons que par nos actions, nous pouvons faire plier le gouvernement en place. Nous disons que tout acte démocratique est le bienvenu pour amener, en tout cas, ce gouvernement qui emploie cette dictature qui ne dit pas son nom, à comprendre que les Ivoiriens ont besoin de la réconciliation. Les Ivoiriens ont besoin de se réconcilier. Alors, nous demandons qu'ils mettent en place des mécanismes qui puissent amener les Ivoiriens à se réconcilier. Par exemple, libérer les prisonniers politiques, favoriser le retour des exilés et des réfugiés en Côte d'Ivoire. C'est ce que le président Ouattara fait. Nous allons même plus loin et nous disons au gouvernement de M. Dramane Ouattara qu'il y a mieux à faire. Par exemple, pourquoi ne pas créer un ministère pour le retour et la libération des prisonniers politiques? Favoriser le retour, je termine monsieur, s'il vous plaît, favoriser le retour des exilés en Côte d'Ivoire, ou alors créer un haut commissariat. Un haut commissariat pour faciliter le retour des... Parce que quand on demande aux gens de rentrer en Côte d'Ivoire, mais quand ils reviennent de l'exil, ils vont où? Ils dorment où? Ils mangent comment? Donc il faut les réinsérer dans la société. 3 ans après, il faut les réinsérer dans la société. Donc il faut un mécanisme, il faut ce haut commissariat ou ce ministère qui va s'occuper des réfugiés. D'abord les recenser, savoir à combien ils sont en exil. Et les recenser et connaître leurs spécialités, leurs besoins. Et en fonction de ce qu'on aura recueilli, on pourra sur le terrain mettre des infrastructures pour les accueillir. Monsieur Abenaki, Monsieur le Président, lorsque vous parlez de ce que vous venez de dire, recenser ou bien faciliter
leur rapatriement, vous ne pensez pas que de nos jours en ce moment, le président Alassane Ouattara a demandé à tous les exilés de rentrer. Nombreux sont rentrés, il a libéré, d'après les informations que nous avons reçues, certains prisonniers politiques. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Et puis encore, je voulais savoir, lorsqu'on vous attend, et surtout dans vos propos, nous avons l'impression que vous restez cantonné sur votre position. Tout le temps, vous frappez tellement fort, parfois on se pose la question, vous aujourd'hui au niveau du CRI panafricain, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour que la Côte d'Ivoire soit une terre, comme vous le dites, accueillante, une terre de repos, une terre de paix? Est-ce que vous avez une proposition à faire? Monsieur, nous faisons des propositions tous les jours. On n'a pas entendu votre proposition. Mais ce qu'on vous voit, c'est vous marchez tous les jours. La libération des prisonniers politiques, c'est une proposition. Quand nous disons à M. Ouattara que si tu veux que les Ivoiriens se réconcilient, libère les prisonniers. C'est une proposition. Peut-être que lui ne sait pas. Peut-être qu'il ne pense pas à ça. Peut-être qu'on ne lui conseille pas ça. Donc les vidéos que nous faisons, les émissions que nous faisons, mais nous faisons des propositions. C'est une proposition. Mais quelle est la proposition? Mais la proposition, c'est de dire à M. Ouattara de libérer les prisonniers politiques. Et nous allons à la réconciliation. La proposition, nous lui disons qu'il peut mettre en place un haut commissariat du retour des réfugiés. Il peut mettre même en place un système que nous avons appelé le IMS, c'est-à-dire l'indemnisation minimale sociale. Une indemnisation minimale sociale pour ceux qui vont rentrer. Tout ça, ça s'étudie dans un cadre comme un haut commissariat ou dans un cadre comme un ministère. Celui qui va rentrer, il faut l'intéresser à pouvoir rentrer. Celui qui rentre en Côte d'Ivoire, il dort où? Il mange comment? Il travaille où? Il y en a qui ont perdu leur travail. Il y en a qui ont perdu leur maison, qui sont aujourd'hui habitées par les FRC. Il y en a qui ont vu leur appartement carrément incendié, brûlé. Aujourd'hui même, il y a des Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, mais qui sont réfugiés. Souvenez-vous des appartements qui ont été vidés, en tout cas des occupants, et qui ont été vendus à un Libanais. Ces personnes-là sont aujourd'hui réfugiées dans leur propre pays. Donc il y a tous ces problèmes. Nous faisons des propositions à M. Draman Ouattara. Donc à chaque fois que nous intervenons, nous lui faisons des propositions. Mais quelle est la meilleure proposition au CRI panafricain? Vous avez parlé dans un journal, je n'ai pas ça sur vous, vous avez parlé d'une réconciliation, une forte réconciliation où tous les leaders qui ont participé bien sûr aux élections doivent demander pardon. Est-ce que ce n'est pas une sorte de proposition ou bien ce n'est pas... on a du mal. Nous avons dit pour aller à une véritable réconciliation, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il est important. En tout cas, nous proposons au CRI panafricain l'organisation d'une conférence nationale souveraine du pardon. Une conférence nationale souveraine du pardon. À cette conférence, tous ceux, comme je l'ai dit tantôt, tous ceux qui ont participé à l'élection présidentielle viendront pour demander pardon, non pas au gouvernement, non pas à M. Draman Ouattara, mais pour demander pardon d'abord à Dieu, mais demander pardon au peuple de Dieu, aux Ivoiriens. Demander surtout pardon à la jeunesse. Y compris le parti de Laurent Gbagbo aussi. Y compris, je dis tout le monde, tous ceux qui ont participé à l'élection présidentielle. Si le parti de M. Laurent Gbagbo a participé à l'élection présidentielle, ils sont concernés. Tout le monde est concerné par cette conférence nationale souveraine du pardon. Mais et la justice dans ça? Il y a d'autres franchement qui ont perdu leurs parents. On parle de 3500 morts, 4000 morts. Qu'est-ce que vous en faites? Il y a d'autres franchement qui demandent justice, qui veulent réellement que la justice soit appliquée dans son intégrité. Mais monsieur, on ne peut pas tout résoudre par la justice. Cette crise est politique. Si on voulait parler de justice, M. Draman Ouattara ne serait pas rentré en Côte d'Ivoire. Comment ça ne serait pas rentré en Côte d'Ivoire? Si on voulait parler de justice dans notre pays, M. Soro Guillaume ne serait pas aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Si on voulait parler de justice, tous ces hommes n'auraient pas été promus par ce gouvernement comme des chefs militaires. Si on voulait parler de justice, M. Henri Konan Bédié ne serait pas rentré de son exil. Si on voulait parler de justice, on ne serait pas là où nous sommes. Si on voulait parler de justice, M. Draman Ouattara ne serait pas candidat à l'élection présidentielle de
novembre 2010. Tout ne se règle pas par la justice. Tout ne se règle pas par la justice. Il y a aussi des actes que nous pouvons poser qui peuvent apaiser le cœur de ceux qui ont perdu des parents. Il y a des gens qui tuent et après ils demandent pardon et puis on laisse tomber. Est-ce que ce n'est pas Nous sommes africains. Nous sommes africains. Nous sommes africains. Il y a notre justice africaine et il y a la justice des Blancs. Nous disons, dans un village, il y a quelqu'un qui peut tuer. Peut-être pas inadvertante, il tue. Ou même volontairement, il tue. Mais il arrive que dans nos traditions, dans nos tribus, dans nos traditions, on trouve des mécanismes sans forcément passer par la justice. Et on réussit à régler le problème. La justice ne règle pas tout. Si on voulait parler de justice, ceux qui sont au pouvoir là, ne seraient pas là aujourd'hui. Donc, j'envoie ce message à ce gouvernement. Que lorsque nous, les pro-Gbagbo, on parle de justice des vainqueurs, c'est justement parce que nous disons que tout ne peut pas se régler par la justice. On ne peut pas sortir d'une crise en 2002 où M. Soro Guillaume s'est proclamé patron de la rébellion, où des personnes ont été endeuillées, des familles ont été décimées. Ces gens-là, on les pardonne. Parce que le président Laurent Gbagbo les a pardonnés. Ils ont même partagé le gouvernement ensemble. Ils ont été au cœur du gouvernement. M. Soro Guillaume a été Premier ministre de Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo. Donc c'est par rapport si on voulait parler de justice à ce moment précis où M. Soro Guillaume a été Premier ministre, je pense qu'il ne serait même pas en Côte d'Ivoire. Si en ce temps on voulait parler de justice, toute cette clique-là serait aujourd'hui à l'AE. Lorsque vous parlez de conférence nationale du pardon, est-ce que vous, aujourd'hui, fondateur du CRI panafricain, mouvement international aujourd'hui, est-ce que vous allez participer à cette conférence nationale du pardon? Mais nous allons participer à cette conférence parce que nous disons que c'est vrai, il y a des propositions qui se font. Est-ce que vous pensez que vous pouvez aller en Côte d'Ivoire pour participer à cette conférence? La Côte d'Ivoire est mon pays. Je ne suis pas un exilé. Je vis en France depuis des années. Mon pays de résidence, c'est la France. Je ne suis pas exilé. Donc, quand le moment viendra, je rentrerai dans mon pays pour participer effectivement à cet élan de réconciliation. Mais je dis, la réconciliation en Côte d'Ivoire va au-delà de la justice. La réconciliation va au-delà de la justice. Mais lorsque vous dites par exemple que vous allez rentrer en Côte d'Ivoire pour participer à l'élan de la réconciliation, on a vu hier, pas trop longtemps, qu'il y a le ministre Ahmed Bakayoko qui disait clairement que vous êtes bien sûr à la base, surtout dans les coulisses, de déstabiliser l'autorité de Côte d'Ivoire. J'ai du mal à comprendre, vous, il n'y a pas un démenti de votre part, il n'y a rien, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, si vous suivez l'actualité, vous devez savoir qu'il y a eu un démenti. Il y a eu même une lettre ouverte à monsieur Ahmed Bakayoko, laquelle lettre ouverte est publiée dans mon dernier ouvrage, dans l'ouvrage que j'ai sorti, Côte d'Ivoire, notre cri. Nous avons publié, nous avons pris le soin de publier notre droit de réponse à M. Ahmed Bakayoko. Parce qu'il est trop facile d'organiser soi-même des attaques pour, par la suite, accuser ceux qu'on pense être gênants pour notre régime. C'est ce qu'a fait M. Ahmed Bakayoko. Il m'accuse, moi, parce que mon nom a été cité après leur conseil de ministre, que j'étais en contact permanent avec celui qui est le cerveau des attaques qui ont eu lieu, c'était en 2012. Mais je pense que les années se succédant, je pense que M. Ahmed Bakayoko s'est ressaisi et qu'il a lui-même compris que ce que nous faisons, ce n'est pas de la violence, c'est de dénoncer. Et nous avons notre langue et notre bouche pour dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays. Si c'est cela, être un rebelle ou être un commanditaire de coup d'État, alors je l'assume pleinement. Mais je pense que le ministre Ahmed Bakayoko a bien compris le message que nous lui avons adressé et je crois que nous sommes libres de rentrer chez nous en Côte d'Ivoire. Et lorsque les conditions de cette conférence nationale souveraine du pardon sera organisée, nous sommes convaincus que, en tout cas,
la porte nous sera ouverte en Côte d'Ivoire et nous allons rentrer pour jouer notre partition. Parce que, quoi qu'on dise, les Ivoiriens doivent se réconcilier. Vous parlez de conférence, excusez-moi si j'insiste. Est-ce qu'aujourd'hui le CRI panafricain, mouvement politique, a des ambitions purement présidentielles ou de députation? Est-ce que demain on va donc parler de parti politique au CRI panafricain? On n'est pas encore demain. Pour l'instant, est-ce que vous avez des ambitions? Pour l'instant, nous sommes aujourd'hui. Nous avons une mission. Notre mission, c'est de dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays. Et nous avons mis en place un système. Nous avons mis en place un mécanisme. Nous avons mis en place un instrument de lutte qui est le CRI panafricain. Cet instrument de lutte, qui est un mouvement politique international, suit son chemin. Et quand les conditions seront réunies, quand les choses iront mieux, on verra, on décidera. Je ne suis pas seul au CRI panafricain. Je suis avec des camarades, des amis à travers le monde. La décision sera prise de savoir qu'est-ce que nous faisons après la libération du président Laurent Gbagbo, bien entendu, après la libération de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous faisons. En tout cas, tout ça, ça se décide dans les instances de notre mouvement. Il y a une actualité franchement qui fait le buzz aujourd'hui. Il y a le conseiller spécial de Guillaume Soro, Mamadou Traoré, qui soi-disant a lancé une fatwa contre un Ivoirien du nom de Johnny Pacheco. Est-ce que le CRI panafricain a pris acte de ça? Ou bien qu'est-ce que le CRI panafricain, vous qui êtes le président fondateur, qu'est-ce que vous pensez de ça? Nous pensons que, et nous disons qu'au CRI panafricain, nous disons que les Ivoiriens sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire et de faire ce qu'ils pensent être bien pour leur pays. J'ai suivi les vidéos de ce jeune homme, que je salue d'ailleurs au passage, qui a pris sur lui de dire plus haut ce que les uns et les autres pensent plus bas dans leur salon. Ce que les uns et les autres discutent quand ils sont à table. Lui, il a pris le soin de faire des vidéos et d'interpeller le gouvernement de M. Dramane Ouattara. Mais c'est une personne qui a insulté quand même à une tribu, les nordistes, ou très par exemple ces personnes illettrées, c'est quand même un peu fort quand même. Lorsque tu as un conseiller spécial, Mamadou Traoré, qui dit clairement que certains de ses petits frères doivent prendre sa défense, vous aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est venant d'une personnalité, c'est bien? Et aussi de l'autre camp, M. Pacheco, monsieur, cette personnalité déjà dont vous parlez, je ne la connais pas. Je ne la connais pas, je ne la connais ni d'Adam, ni d'Ève. Et ce que pense cette personnalité ne m'intéresse pas. Ce que nous disons que les Ivoiriens, aujourd'hui, sont libres de dire ce qu'ils pensent. Si le gouvernement fonctionne mal, un Ivoirien peut se lever et dire au gouvernement ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Donc, c'est ce qu'a fait le jeune homme. Maintenant, qu'on nous dise qu'il a insulté une tribu, une autre tribu, en tout cas, je ne suis pas là pour juger ces vidéos. J'ai vu un jeune homme qui en avait marre du système en Côte d'Ivoire et qui crie son ras-le-bol. Il crie son ras-le-bol dans le langage qui est le sien. Voilà, il crie son ras-le-bol dans les propos qui sont les siennes. Donc, je n'ai pas de jugement à porter à cela. Vous ne condamnez pas, quoi, selon moi. Je ne condamne pas M. Johnny Pacheco. Pourquoi le condamnerais-je? Pourquoi? Facebook est un espace de libre expression. Chacun y vient et déverse ce qu'il a envie de déverser, quitte à ceux qui sont concernés de prendre ce qui les concerne. S'ils sont fautifs, qu'ils changent. S'ils ne sont pas fautifs, et que la vie continue. Facebook n'est pas la télévision ivoirienne. Facebook n'est pas un ministère de Côte d'Ivoire. Donc chacun fait ce qu'il a envie de faire. Monsieur le président du CRI panafricain, M. Abenaki, on tient sincèrement à vous remercier. Vous avez expliqué dans l'interview le but, le fonctionnement, la devise, je dirais quand même, de votre mouvement politique qui est capable de devenir un parti politique. Vous êtes exprimé clairement, vous avez dit les choses à cœur ouvert. On espère réellement que votre cœur de pierre sera obviously un cœur de chair. J'ai un cœur de chair. Dans mon cœur, il n'y a pas de haine.
Il n'y a de haine pour personne. Ben, c'est ce qu'il disait aussi Dans le mon pasteur cœur, Abraham. dans mon cœur, il n'y a pas de médisance pour personne. Et effectivement, le pasteur Madou Abraham avait en son temps organisé une veillée de prière pour parler du pardon en Côte d'Ivoire. C'était l'année dernière. Nous y sommes allés, nous avons été invités. Et de surcroît, nous avons été la seule organisation politique qui a participé. L'une des seules organisations politiques, en tout cas dans la diaspora ivoirienne. Il y avait le RPCI qui était là aussi. Le RPCI de Christian Wabé, effectivement, l'une des... Ouais, effectivement. Nous y sommes allés parce que nous estimons qu'il est temps qu'on puisse se pardonner mutuellement. Il est temps qu'on puisse se pardonner mutuellement. Est-ce que vous pensez que vous avez pardonné aujourd'hui? Moi, je pardonne tous les jours. Mais quand il faut dire la vérité, je dis la vérité. Dire la vérité ne veut pas dire qu'on n'a pas pardonné. Si vous venez me faire du mal, dénoncer le mal que vous m'avez fait ne veut pas dire que je ne vous pardonne pas. C'est ça, il faut faire la part des choses. Nous sommes prêts pour pardonner. Mais en même temps que nous pardonnons, nous disons à celui que nous pardonnons ou celui à qui nous accordons le pardon, nous lui disons, écoute, tu m'as fait ceci, mais je te pardonne. Il faut qu'il sache pourquoi, par rapport à quelle cause on lui accepte ce pardon. Donc c'est important. Monsieur Benaki, on tient franchement vous remercier. C'était Charles Wabé du journal Ivoire Business. À très bientôt. Au revoir.